Politique. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes Merci le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On a le plaisir de vous retrouver tous les mercredis dans cette émission. Alexis, 3 jours après le second tour des législatives, diriez-vous que la théorie des 3 forces, de la tripartition de l'espace politique autour du centre, de l'extrême gauche et de l'extrême droite, est toujours valable? Alors il faut être très prudent. Mon intuition est que ça se complique terriblement, car le score de la droite n'est pas un score satisfaisant pour eux, mais il est loin d'être aussi nul que ce qu'on pouvait prédire. Passons sur les sondages, on s'en fiche, c'est secondaire. Mais qu'est-ce qu'on disait depuis plusieurs années? On disait, au fond, le centre droit, la droite républicaine, est absorbée, à terme absorbée littéralement, par la majorité présidentielle. À l'instar d'une partie du PS en 2017. Exactement, qui lui l'a été pour de bon, vraiment. Qu'il a été pour de bon, d'où d'ailleurs le fait qu'un certain nombre de ténors du Parti Socialiste des années Hollande sont aujourd'hui d'actifs macroniens. Prenons l'exemple de Marisol Touraine. Active macronienne s'il en est, Elisabeth Guigou, etc. À droite, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que le score est fabuleux, 79 députés, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça montre une chose, c'est la résilience de la droite républicaine. Elle n'est pas totalement englobée par le macronisme, et elle ne s'est pas non plus totalement dissoute dans la droite hors les murs qu'un Éric Ciotti, par exemple, rêve probablement toujours d'incarner. Donc, il faut s'interroger sur la théorie des 3 forces. Rappelez d'abord historiquement ce qu'elle est. La théorie des 3 forces, au fond, les macroniens n'ont rien inventé. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas conceptualisé de manière intéressante, mais ils n'ont rien inventé. Lorsque François Hollande était président de la République, Macron avait des responsabilités grandissantes, on va dire, allant crescendo, et c'est lui qui, au fond, avait mis au cœur du débat, avec une intuition politique absolument géniale, l'idée d'une réduction à 3 forces principales du paysage du débat public et aussi du débat politique en France. Résumons, les extrêmes droites, si on veut, enfin, tout ce qui est, disons, la droite nationale et patriote, pour employer les adjectifs par lesquels le Rassemblement national se qualifie lui-même. Donc en gros, aujourd'hui, ça serait Marine Le Pen et Éric Zemmour. Oui, si vous voulez. Et puis même Nicolas Dupont-Aignan, par certains côtés, peut s'y raccrocher, etc. De l'autre côté, un pôle de gauche réaffirmé qui actuellement existe sous l'étiquette NUPES, même si on le verra, il y a des éléments interexplosifs entre eux qui font qu'à terme, la cohésion de la NUPES est en jeu. Mais enfin, sur le plan idéologique, en gros, c'est ça. C'est cette force de gauche réunifiée. Qui serait dominée par les plus radicaux d'entre eux. Oui et non, autour de l'anticapitalisme et de l'écologie, avec une composante islamo-gauchiste, mais qui n'est pas forcément la force motrice qu'avaient en vue les théoriciens de la 3e force. Là, je vous parle du point de vue des théoriciens de la 3e force. C'était il y a quelques années. Et au milieu, une sorte de coalition, de rassemblement des modérés en vue de constituer une plateforme gouvernementale. Or, ça, c'est une vieille idée en réalité. Les gens ne le savent pas, moi je le sais, je vais vous le dire. C'est une vieille idée. Voilà, c'est une vieille idée qui remonte au prodrome, au commencement de la 4e République. La 4e République, elle se met en place à l'issue de la libération, lorsqu'il faut reconstruire la France. C'est un vrai régime parlementaire, comme ne l'est pas la 5e, qui est plutôt un régime présidentiel. Porté à son paroxysme de présidentialité depuis Sarkozy, mais avec quand même l'idée d'une autonomie du Parlement. Mais enfin, c'est quand même chez le président que ça se passe. La 4e, non. C'est vraiment un régime parlementaire. Or, comment se configurait le débat politique à l'époque? Il y avait 3 forces fondamentalement. Et ces 3 forces, d'ailleurs, se sont disputées le pouvoir. Les communistes, qui serait l'équivalent, en quelque sorte, aujourd'hui, du pôle de gauche. De la NUPES, quoi. Voilà. Avec des excessifs, avec des plus modérés, mais enfin, c'était les communistes. Grande force, importante, 1/3 de l'électorat. Les gaullistes, force considérable aussi, plus d'1/3 de l'électorat. Et au milieu, il y avait ce qu'on appelait donc la 3e force. Ces concepteurs l'appelaient comme ça. Elle a été au pouvoir 2 fois, de 1947 à 1951, et après 1956. Toujours dans l'idée de desserrer, puisque c'est le mot à la mode, c'est la couve du poing de cette semaine, de desserrer l'étau entre, à l'époque, les communistes d'un côté, les gaullistes de l'autre. Tous ces gens, ces modérés, qui étaient d'ailleurs souvent des chrétiens démocrates, des sociodémocrates, des radicaux, disaient « Oh là là, l'étau des 2 forces principales nous comprime ». D'ailleurs, ils les extrémisaient dans leur langage. Heureusement qu'on est là pour faire exister une alliance gouvernementale de modérés. Et ils auraient donc inspiré aujourd'hui Emmanuel Macron. Alors à l'époque, d'ailleurs, le grand nom de ça, faisons de l'histoire des idées politiques, c'est intéressant, ça éclaire le présent. C'était Chaban-Delmas. Libéral s'il en est, mais avec aussi une pointe de gaullisme. Et ils réussiront d'ailleurs à partir de 1956 à rallier à eux une partie des gaullistes, qui diront « Non mais De Gaulle, il est trop
il est trop straight, il est trop rigide sur ses positions. Nous, on est plus dans le compromis parlementaire. Et finalement, c'est bien, certains gaullistes se rallient à nous. C'est l'opération Chaban 56. Donc, vous voyez bien que cette idée, encore une fois, ça ne retire rien à Macron, mais il n'a rien inventé. Il a juste remis au goût du jour... Il a modernisé une vieille idée. Sauf que, depuis dimanche, ça se complique. Car vous voyez bien que la réémergence d'une force que tout le monde disait totalement disparue, balayée du paysage. Souvenez-vous les commentaires, souvent acerbes. Je ne l'ai pas fait, moi, je ne suis pas comme ça. Mais à l'issue de la tôle électorale qu'a prise la candidate de LR à la présidentielle, 4,25. Beaucoup de macroniens de service, si vous me passez l'expression, disaient « ça y est, c'est fini, on a définitivement englobé dans la majorité présidentielle la droite républicaine ». On ne va pas entrer dans le détail des débats qu'il agite. Et on a du même coup un peu moins besoin d'Édouard Philippe. C'est ce qu'il disait au lendemain de la présidentielle. Voilà. Et la position d'un Jean-François Copé, qui est un homme très estimable, qui d'ailleurs crie à la weimarisation, on va y venir dans un instant, qui est une position consistant à dire, mais soyons pragmatiques, faisons une alliance, un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron. Il rêve peut-être d'un Marocain, mais ce n'est pas le problème. Si vous voulez, là, c'est sur le plan, j'allais dire, stratégique. Est une position, au sein de LR, qui consiste à dire, oui, nous sommes un morceau de la troisième force. Je ne suis pas sûr, vous n'êtes pas sûr, aujourd'hui, en ce mercredi, que ce soit la position majoritaire de cette famille politique, et notamment parmi les élus de province, de région, qui se disent « mais attendez, on réexiste, pourquoi on irait se fondre à l'intérieur d'une troisième force, elle-même un peu déclinante ?» C'est visiblement ce que pense notamment le patron du parti, Christian Jacob. On est d'accord. Pour Christian Jacob, il y a un momentum. Au fond, ça fait 5 ans que beaucoup de gens... Vous voyez la cécité des commentaires, faisons très attention nous-mêmes dans nos commentaires. Mais beaucoup de gens le décrivaient comme un homme falot, effacé, ayant du mal à affirmer une ligne politique, ce qui était vrai d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que dans les semaines qui viennent, la troisième force ne se double pas sur sa droite, si j'ose dire, d'une quatrième force en plein comeback et qui va, sous la houlette de Christian Jacob, mais aussi d'autres personnes. Il y a quand même Wauquiez derrière, hein. N'oubliez jamais. Et qui pensent tous déjà à 2027, après Macron. Mais évidemment, et qui se disent, mais pourquoi nous irions nous fondre, et donc, par certains côtés, comprenez bien la logique politique, nous compromettre avec cette majorité, alors qu'un certain nombre de Français n'attendent au fond de leur cœur qu'une seule chose, qui est le retour d'une droite républicaine autonome, et comme disait jadis Alain Juppé, droit dans ses bottes. Alexis, vous avez fait paraître le mois dernier un essai historique, La République assassinée, Weimar 1922, c'est paru aux éditions du Cerf. Est-ce qu'on va vers une forme de weimarisation de la France, de la vie politique française? Alors, c'est la thèse de Jean-François Copé, très bonne tribune de l'Express, je ne sais pas s'il a lu mon livre, je lui ai envoyé, mais en tout cas, il a raison. Bon, ok. Faudra lui demander. Enfin, peut-être, mais on s'en fiche, c'est pas le problème, de toute façon, son intuition est bonne. Je ne suis pas propriétaire de cette idée. Son intuition est bonne, mais je mettrai un bémol. Sur le plan strictement politique, nous n'en sommes pas tout à fait là. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas l'étau que Le Point note ce matin dans ses éditions de la semaine qui vient, mais sur le plan politique, nous ne sommes pas dans des stratégies de subversion de la légalité républicaine telles qu'ont pu les subir les responsables sociodémocrates, chrétiens-démocrates de la République de Weimar. Nous ne sommes pas non plus, grâce à Dieu, dans un processus où il y aurait des atteintes aux personnes et des assassinats politiques. Hein, je vous rappelle qu'il y a 100 ans maintenant, enfin vendredi, nous allons fêter le triste anniversaire d'un assassinat politique qui a terrifié le monde entier, qui était celui du ministre allemand des Affaires étrangères, Walter Rathenau. Que je sache, et ce n'est pas du tout une défense de ces gens-là, mais lorsque, si vous voulez, des extrêmes, droite ou gauche, disent « tu vas le nommer bonhomme » en parlant de Mélenchon, ce ne sont pas des gens qui pratiquent des violences contre les membres, des violences physiques, je veux dire, contre les membres du gouvernement. Donc il faut raison garder, je suis partisan des analogies historiques, mais il faut toujours être mesuré. On reste dans l'escalade verbale, au pire. Voilà. Pour l'instant, si vous voulez, si on est précis, et il faut être précis parce que sinon on ment aux gens. Si on est précis, c'est sur le plan culturel qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a, ce qu'on peut appeler en termes techniques, une weimarisation. La montée en puissance de deux forces idéologiques, pas seulement politiques, mais qui décrédibilisent le personnel de la République, qui au fond pratiquent contre lui des campagnes d'opinion grandissantes.
Et à ce titre, il y a un travail idéologique de fond depuis plusieurs années, en fait ça fait même 1 ou 2 décennies, qui contribue à éroder le socle de légitimité sociologique des républicains modérés et qui va sans doute, alors avec Macron, au-delà de Macron, les obliger dans les années qui viennent à s'organiser sur le plan culturel, j'y insiste, pour ne pas perdre cette fameuse bataille que nous évoquons souvent ensemble avec Antonio Gramsci, qui est la bataille des idées. Ça ressemble à Weimar. Effectivement. Qui précède toujours la bataille politique. Merci beaucoup. Qui peut précéder la bataille politique. Alexis Lacroix, votre intervention est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de Mickaël Darmon. Merci Alexis. Merci beaucoup.